une des plus dures de France à l'époque. Pendant 5 ans, il a tout supporté. Il est revenu avec une tuberculose. Je croyais à l'indépendance que nous avions suffisamment donnée au pays, que nous lui avions assez montré notre courage et notre amour pour avoir le droit d'y vivre désormais en toute dignité. C'est bien vrai. Ce ne fut pas le cas. Du moins pour les citoyens ordinaires. Les fruits et les avantages de la révolution armée ont été immédiatement confisqués par la faction qui s'est approprié le pouvoir. La paix revenue. On espérait, soit vaguement, soit clairement, des progrès, une certaine justice sociale. Nous étions tous fatigués, petits et grands, et aspirions à une vie enfin normale, sans bombardement, ni contrôle, ni sévices. Mais les voleurs qui s'étaient autoproclamés représentants du peuple n'ont jamais oublié qu'ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, c'est une pièce qui s'appelle La beauté de l'icône, qui a été écrite par Fatima Galère. Et voilà, si jamais vous voulez le lire. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Hein? Et oui, si quelqu'un est souvent qui sont intéressés par la jouer, on serait ravis de pouvoir la mettre en scène. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller chercher les disparus en Syrie. Malheureusement, dans ce petit pays, on ne sait pas ce qui manque. Ça continue. Avec Khalid Mohamed, qui lui est algérien, mais qui a vécu en Syrie et qui a été arrêté en Syrie et disparu lui-même pendant 3 semaines. 3 semaines de disparition. Et voilà. Et quand il a été arrêté, il a pensé à moi. Et là, Sarah a pensé à moi aussi. J'avais pas du tout prévu d'intervenir. Ce que je peux vous dire, c'est que la guerre en Syrie, c'est sans doute la guerre la plus documentée de l'histoire militaire. C'est-à-dire qu'on a été inondé d'images, d'informations, de témoignages. Et tous les chiffres font de cette guerre une guerre qui est vraiment hors du commun. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans de guerre, la Syrie comptait le même nombre de victimes que l'Algérie l'a compté en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 3 ans de guerre, on avait atteint ou dépassé le nombre de 200 000 victimes. Quant au nombre de disparus, j'ai même pas de chiffres donnés, je viens d'essayer de regarder, mais je pense que ça peut se faire très rapidement. Si quelqu'un est sur son smartphone, il peut peut-être trouver un chiffre. Bon, le dernier chiffre sur lequel j'étais... Combien ? À peu près 200 000. Voilà. Voilà, donc on est... je crois qu'il n'y a aucun pays qui peut afficher un nombre de victimes aussi important, que ce soit l'Argentine, le Chili, l'Algérie, le Liban ou d'autres pays. 200 000. Je sais qu'il y a au moins 50 000 personnes qui sont mortes sous la torture. Très curieusement, quand on connaît les conditions de détention qui sont terrifiantes, on sait qu'il y a des enfants en prison, des enfants qui sont nés en prison, qui n'ont jamais vu le jour. Très curieusement, il y a des gens qui de temps en temps, ça s'est vu l'an dernier, des gens qui réapparaissent. Alors encore une fois, c'est vraiment très étonnant parce que les conditions de détention sont tellement terrifiantes que les durées de vie sont limitées. Mais il y a effectivement des gens qui sont réapparus après plusieurs années de captivité, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je crois même qu'il y a des personnes qui ont été relâchées, qui avaient été arrêtés bien avant la guerre, et qui sont réapparus, plus ou moins en bonne santé. Plus ou moins en bonne santé. Je me suis avoir vu des images vraiment très surpris de voir des gens comme Fidel sortir de ces prisons.
Voilà, j'ai pas grand-chose malheureusement à vous ajouter, j'ai pas d'informations pour vous éclairer davantage. Encore une fois, il suffit sans doute de lire les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de l'organisation, des organisations de droits de l'homme syriennes qui sont basées à l'étranger. Et voilà, je vous invite à vous informer, à ne pas les oublier. Il y a eu une overdose à un moment d'informations sur la Syrie, maintenant c'est l'Ukraine qui ne prend pas. Il ne faut pas que ce soit des modes, il ne faut pas que ce soit des modes informationnels, que ce soit juste des médias qui guident par l'émotion, en fait, l'intérêt qu'on doit porter à telle ou telle victime. Donc les oublions pas les Syriens, n'oublions personne, les Algériens, les Latino-Américains, les Mexicains, tous les gens qui sont concernés par ces questions de disparition forcée. Bon, je vous remercie tous d'avoir été là aujourd'hui, d'être parmi nous, d'avoir participé avec nous, d'avoir contribué à cette journée contre le déni de justice, pour la vérité et la justice, contre l'impunité et pour que plus jamais ça. Nous allons maintenant, après toutes ces interventions malheureusement qui sont très émotives, mettre un petit thème musical pour... non, pas les oublier, non, pas les oublier, mais nous ressourcer un petit peu. Et n'hésitez pas à aller prendre un petit café, un petit thé ou un petit gâteau à notre stand de gâteaux. Et surtout, si vous voulez plus d'informations sur les disparitions forcées, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir des informations sur le site internet de la Fédération méditerranéenne contre les disparitions forcées, la FEMED. Voilà. Ah oui, et surtout, demain, ça continue, parce qu'on a encore, comme j'ai pu le dire, un événement donc, sur l'Europe qui se passera donc, à la Ligue des droits de l'homme à 17h dans les locaux de la Ligue, dans le 18e arrondissement. Et on vous attend nombreux pour cette clôture de cette semaine de campagne sur agir contre le déni de justice. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Madame Nassela Dutour, tout le monde vous connaît comme président des SOS Disparus depuis bien longtemps. Vous faites aujourd'hui, en tout cas sur plusieurs jours, des manifestations pour ne pas oublier, pour mettre en avant les questions fondamentales de droits de l'homme, de atteinte des lois liberticides, d'atteinte aux droits. Quel est l'objectif de ces journées ? La campagne qu'on a lancée cette année à l'occasion de la Journée internationale des personnes disparues, c'est une journée qui a été proclamée par les Nations Unies il y a quelques années, le 30 août, et tous les ans nous menons des activités de ce genre-là. Et cette année on a décidé de mener une grande campagne qui dure toute une semaine, qu'on clôturera demain, du 29 au 4 septembre, qu'on a appelé Agir contre le déni de justice. Pourquoi agir contre le déni de justice? Parce que les disparitions forcées se sont propagées à travers le monde. Ça ne s'est pas arrêté comme à l'Espagne ou sous Hitler ou pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre de libération de l'Algérie. Mais ça n'arrête pas de se propager d'un pays à l'autre. On vient d'entendre la Syrie. Malheureusement, en Syrie, on parle de 200 000 disparus. L'Égypte a connu des disparus par le passé et aujourd'hui ça recommence. Donc ce qu'on a appelé, chaque journée on a appelé sous un thème différent et dans l'un des thèmes qui me plaît le plus, c'est l'impunité d'hier et d'aujourd'hui. Et quand je dis l'impunité d'hier et d'aujourd'hui, je pense bien sûr à l'Algérie. Parce qu'en Algérie, moi je suis algérienne, je suis
malheureusement mère de disparu. J'ai dit tout à l'heure que j'aurais préféré me passer de ce statut parce que mon ambition n'était pas de devenir une mère de disparu, bien sûr. Mon ambition était autre. J'avais d'autres projets que de passer ma vie à chercher mon fils et à chercher les disparus. Et malheureusement, voilà, je ne pensais pas que 25 ans plus tard, j'y serais encore. Je croyais que je retrouverais mon fils vivant. Je me suis dit, ils n'ont aucune raison de garder mon fils. Je vais le retrouver. Mais les années qui passent et qui pèsent me font croire que mon fils est mort. Mais je ne veux pas croire que mon fils est mort. Je suis persuadée que mon fils est encore vivant et je pense même qu'il est dans une des prisons secrètes dans le sud de l'Algérie et notamment à Tindouf. Ce sont des informations que j'ai cumulées pendant toutes ces années et j'ai trouvé une prison secrète. Alors je ne sais pas si elle est fonctionnelle ou pas, qui est à quelques kilomètres qui est à Tindouf. Et je me demande, enfin, je suis mère. Avant d'être une militante, je suis mère. Et comme toutes les mères, on espère retrouver son fils. Je voudrais le retrouver, le prendre dans mes bras et lui dire, mon fils, je t'aime. Je t'ai cherché partout, je ne t'ai pas trouvé. Est-ce que tu vas revenir? Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour tu vas revenir? Malheureusement, ton pays, je lui dirais, ton pays n'a pas connu encore la démocratie ni l'état de droit. Ton pays a tué des jeunes, a massacré des jeunes pendant les années 90. On parle d'une Algérie nouvelle aujourd'hui. Mais quelle Algérie nouvelle? Mon Dieu, quelle Algérie nouvelle? Dans les années 90, ils vous ont arrêté, emprisonné, torturé, fait disparaître. Aujourd'hui, oui, c'est nouveau, bien sûr, dans une Algérie nouvelle. On met les jeunes en prison, il y a une rotation. On en emprisonne quelques-uns, on les relâche pour faire de la place et en remettre d'autres. C'est ça l'Algérie nouvelle aujourd'hui. Brimer sa jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse a toujours réclamé la vérité. La jeunesse elle a soif de liberté. La jeunesse veut vivre libre dans son pays. La jeunesse a soif de pouvoir circuler tranquillement et de parler tranquillement sans avoir peur de se faire arrêter et jeter en prison. Cette jeunesse a envie d'apprendre. Cette jeunesse avait envie de voyager, de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, de savoir ce qui se passe dans le monde, pouvoir bouger comme ils ont envie de bouger. Malheureusement, il y a les problèmes de visa aussi, c'est encore un autre problème. Mais notre jeunesse, tout ce qu'elle veut, c'est vivre libre dans son pays. Mais malheureusement, on les jette en prison, comme ça il n'y a plus de manifestation parce qu'ils ne réclament plus leurs droits, comme ça ils ne réclament pas la démocratie en Algérie, comme ça ils ne réclament pas la liberté. On leur a fait peur. Aujourd'hui, c'est la terreur totale. Dans les années 90, ils ont utilisé le terrorisme d'État et terrorisme islamiste. Aujourd'hui, c'est la terreur, la répression, par l'emprisonnement, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas seulement la jeunesse, ils ont osé mettre même des personnes âgées, et je pense au colonel Bourga, je pense je me souviens plus de son nom, la vice-présidente du CNLT, qui a disparu pendant une semaine, et à travers son fils, j'ai revécu je ne supporte plus de voir quelqu'un chercher partout ça, un être cher. Je ne peux plus supporter ça. C'est insupportable de voir quelqu'un à la recherche de son être cher et de ne pas le trouver, courir dans tous les sens, frapper à toutes les portes, alors qu'elle était juste en bas de notre bureau à SOS Disparu, elle était juste à côté et on nous disait, comme dans les années 90, on n'a pas pris, on n'a pas enlevé, ah non, c'est pas nous, on ne sait pas où elle est. Ça, c'est l'impunité d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez bien dit que les objectifs de ce qui s'est passé dans les années 90 et aujourd'hui, c'est de terroriser toute une population pour pouvoir éviter, en tout cas, empêcher qu'elle réclame ses droits à la liberté à travers un outil répressif brutal comme on l'a connu dans les années 90 ou à travers un outil aujourd'hui juridique liberticide qui est utilisé à tort et à travers par une justice dont on s'interroge sur la qualité et les jugements qui sont donnés. Comment justement vous voyez cette petite évolution dans la pratique entre les années 90 et aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être une recherche de respectabilité de cet État vis-à-vis des partenaires étrangers qui fait que les méthodes ont changé? Et est-ce qu'il faut espérer que justement cette respectabilité soit
encore un peu plus recherchée par cet État pour arriver enfin à dire nous respectons des lois et nous faisons des lois démocratiques et non liberticides? Moi, à mon avis, c'est mon avis personnel, les autorités algériennes, je ne dirais pas le président parce que moi je le crie haut et fort, ce n'est pas le président qui gouverne chez nous, c'est le pouvoir occulte, ont toujours œuvré pour enjoliver leur image à l'international. Donc, on fait semblant de faire des lois. Là, il y a eu le projet de loi sur la liberté d'association qui n'a pas été voté, soi-disant parce que soi-disant qu'ils veulent améliorer la liberté d'association, mais ça n'a rien à changer. J'ai lu un article où le président disait que ne croyez pas que vous allez vivre une vie meilleure ailleurs en menaçant les populations, la jeunesse, parce que nous sommes un pays très jeune. Très jeunes. Nous les avons vus au Hira, comment ils étaient radieux, contents de pouvoir enfin s'exprimer, de pouvoir enfin crier haut et fort ce qu'ils avaient envie de crier. Jazair, Hurra, démocratia. Donc, eux, ils travaillent pour l'image internationale. Ils ont pillé le pays. Ils ont saccagé le pays. Maintenant, il y a besoin de renouveler les ressources financières. Donc, on enjolive, on fait semblant qu'on fait des lois pour libérer ce pays, pour libérer le pays. Mais ce n'est juste des lois... mais la répression est la même. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a aucune ouverture. Il n'y a aucune issue. Il n'y a pas d'avenir dans ce pays pour notre jeunesse. Il n'y a aucun avenir. Pourquoi est-ce que notre jeunesse aujourd'hui préfère mourir en mer? Ils meurent par milliers en mer. Combien de coups de fil je reçois, combien de personnes je reçois dans mon bureau qui me dit « Mon frère a disparu, il a pris la barque, il a disparu. » Mais c'est horrible. C'est terrible. Quand est-ce qu'on va finir avec tout ça? Et ils reçoivent Macron? Oui, et Macron ose parler de vérité? Mais quelle vérité? La vérité économique? La vérité pour arracher des contrats, la vérité pour avoir des ouvertures en Algérie?